Bonsoir, bienvenue dans le 23h. Voici les titres. Les relations entre la France et la Côte d'Ivoire étaient au cœur d'une rencontre entre les présidents ivoiriens Alassane Ouattara et français Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État se sont entretenus ce lundi à l'Élysée à Paris, capitale française. Le ministre de la Culture et de la Francophonie est depuis ce vendredi au Japon. Maurice Bandama est à Tokyo pour renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le pays du soleil levant. À l'instar de la compagnie Kasutri de l'INSA qui s'attelle à présenter les potentialités culturelles ivoiriennes dans la capitale japonaise. L'opposition nigérienne était hier dans les rues de Niamey pour manifester contre le code électoral, notamment l'article 8 qui exclut de fait le leader de l'opposition, Ama Amadou. Bonsoir, bienvenue dans le 23h. Voici les titres. Les relations entre la France et la Côte d'Ivoire étaient au cœur d'une rencontre entre les présidents ivoiriens Alassane Ouattara et français Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État se sont entretenus ce lundi à l'Élysée à Paris, capitale française. Le ministre de la Culture et de la Francophonie est depuis ce vendredi au Japon. Maurice Bandama est à Tokyo pour renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le pays du soleil levant. À l'instar de la compagnie Kasutri de l'INSA qui s'attelle à présenter les potentialités culturelles ivoiriennes dans la capitale japonaise. L'opposition nigérienne était hier dans les rues de Niamey pour manifester contre le code électoral, notamment l'article 8 qui exclut de fait le leader de l'opposition, Ama Amadou. Merci de suivre cette édition. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est de retour ce lundi à Abidjan. Il est arrivé en milieu de soirée. Il a été accueilli par le vice-président de la République, les membres du gouvernement et la haute hiérarchie militaire. Le président de la République rentre d'un séjour de 2 semaines à l'extérieur, au cours duquel il a pris part à des rencontres internationales importantes. Il s'agit du sommet du G20 en Allemagne du 28 au 30 octobre, de la commémoration du centenaire de l'armistice à Paris le dimanche 11 novembre, suivi du forum sur la paix organisé par le chef de l'État français. Au cours de son séjour, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé avec le président Emmanuel Macron. Au menu, les relations historiques et exemplaires entre la France et la Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Aboulin. Une rencontre à l'Élysée ce lundi entre le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et son homologue français Emmanuel Macron. Le chef de l'État ivoirien a été reçu en fin de matinée par le président français pendant environ 40 minutes. Le temps donc d'un échange, mais l'occasion surtout pour le président ivoirien de dire un mot sur l'excellence des relations entre les deux pays et de saluer l'idée de paix soutenue par la commémoration la veille du centenaire de l'armistice 1918. Nous avons été là pour le centenaire, c'était un événement
émouvant. J'ai félicité le président Macron pour les dispositions prises, pour son message, pour la paix. Et vous savez, la Côte d'Ivoire a toujours prôné la paix avec notre premier président. La Côte d'Ivoire tient à la paix et par conséquent, cet événement mondial est une preuve encore de l'attachement de la France et aussi bien sûr de la Côte d'Ivoire à ce que nous continuons d'avoir un monde de paix, un monde en paix. Voilà. Nous avons échangé également sur les questions bilatérales. La Côte d'Ivoire va bien, économiquement, politiquement, sécuritairement et diplomatiquement. Et nous continuerons. Le taux de croissance élevé de plus de 7% depuis 8 ans. Et je pense que dans les 3 ans à venir, ça continuera d'être au même niveau. La pauvreté baisse, les services sociaux s'améliorent et nous sommes très confiants quant à l'avenir de notre pays. Une occasion également saisie par le président ivoirien pour situer une fois de plus l'opinion sur la transparence des élections tenues récemment en Côte d'Ivoire. Mon rassemblement des Oufouettis a gagné 125 communes sur 200. Il y a quelques communes où il y a eu des difficultés. Ça se passe en France, ça se passe dans d'autres pays. Ce n'est pas une crispation. Il y a des personnes qui, quand elles gagnent, tout va bien. Quand elles perdent, rien ne va plus. Et vous savez, nous avons des institutions en Côte d'Ivoire qui fonctionnent et elles sont libres de fonctionner en toute indépendance. Je fais confiance aux institutions de mon pays. Pour rappel, cette entrevue avec le président Macron se déroule 24 heures après la cérémonie commémorative du centenaire de l'armistice à laquelle le président Alassane Ouattara a pris part, à l'instar de plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement. La présence du président ivoirien dans la capitale française se justifie aussi par la tenue du Forum de Paris sur la paix, cette rencontre au cours de laquelle il a été représenté par le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, se veut une plateforme de projet, l'objectif étant de faire avancer la paix par une meilleure gouvernance mondiale et de favoriser tout ce qui concourt à faire baisser les tensions internationales. La célébration du centenaire de l'armistice, c'était donc ce dimanche. Des Ivoiriens ayant combattu aux côtés des troupes françaises durant la guerre 14-18 reviennent sur les durs moments du conflit. Ils ont été incorporés dans des bataillons de tirailleurs appelés tirailleurs sénégalais. Abou Sanougou. Ils ont quitté leur pays, la Côte d'Ivoire, pour prêter main forte à la France lors de la Première et Seconde Guerre mondiale. Engagés ou volontaires, ils ont été incorporés dans les bataillons de tirailleurs. On les appelait les tirailleurs sénégalais. Sous l'instigation du général Faidherbe, alors gouverneur du Sénégal, Napoléon III a signé à Plombert-les-Bains, dans les Vosges, le 21 juillet 1857, un décret créant une infanterie africaine, avec pour appellation tirailleurs sénégalais. Entre 1914 et 1918, plusieurs hommes sont recrutés en Afrique occidentale française, AOF. Ils sont présents sur le front de France et participent au combat. Ce qui nous intéresse surtout, c'est la part active que la Côte d'Ivoire a prise dans cette guerre. Très peu peuplée. À l'époque, elle a pu recruter 22 944 tirailleurs. Elle a eu à envoyer 18 790 sur le front. 3 467 seront tués, 763 seront portés disparus. On est monté le 1er juin 1952 pour la France. Et on a débarqué à Bordeaux le 12 juin 1952. Et on est parti à Fréjus. Arrivé à Haïphong, si tu descends du bateau, on te donne ton fusil, ta cartouchière, ton michette et les autres habits, on met dans un autre camion. Leurs faits d'armes sont très nombreux. Cependant, certaines batailles ont particulièrement marqué les mémoires. J'ai fait Haïphong, j'ai fait Kenan, j'ai fait Dokson, j'ai fait Aouye. Et je suis l'un des rescapés de Déméfou où je suis assis aujourd'hui.
De retour au pays, ils ont laissé derrière eux un ami, un frère, mort au combat. Aujourd'hui, les souvenirs sont douloureux. J'avais des camarades qui m'ont laissé comme ça. Et puis l'autre m'a dit, Christophe, mon ami, je vais te quitter. Je lui ai posé la question, où tu vas? C'est fini pour moi. Parce qu'il a reçu des balles des ennemis. Nous sommes installés, et puis dans ce coup, minuit, on arrive dans le secteur où on s'en va, dans la compagnie. Je trouve un grand frère qui est de la classe 1949 et ils ont fini leur séjour. Et il a dit, petit frère, tu es venu ici, il faut te comporter bien. Et à 4 heures du matin, les ennemis ont attaqué notre opposition. Et à 6 heures du matin, il a été tué sur mes yeux. À cela s'ajoute la vue des premiers blessés, des premiers morts, parfois entassés sans précaution. Ange Schmill, qui est le président de la République, il a donné l'ordre que tout ce qui concerne Français qui est mort dans son pays, il faut déterrer ce corps et envoyer en France. On me donne 60 prisonniers de guerre pour déterrer le corps. Il faut charger le bateau, arriver au large de la mer, tu verses. Les anciens combattants de Côte d'Ivoire se sont retrouvés au sein d'une association qui totalise à ce jour plusieurs années d'existence. L'association fraternelle des anciens combattants de Côte d'Ivoire comprend 1002 membres, dont 800 sont bien portants, et le plus âgé a 97 ans. Rendons-nous à l'Assemblée nationale. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Samson Kambilé, y a présenté aujourd'hui un projet de réforme du statut de notaire. Projet qui a été adopté à l'unanimité par l'ensemble des députés de la Commission des affaires sociales et culturelles. Moussa Konati. Pour être nommé notaire, tout magistrat doit accomplir un stage pratique d'1 an ou subir avec succès à l'examen professionnel de notaire. Ce sont, entre autres, de nouvelles conditions d'accès à la profession de notaire selon le nouveau projet de loi du statut du notariat. Face aux députés, le ministre de la Justice explique l'intérêt de la réforme du statut de notaire. La profession de notaire était régie depuis l'indépendance par la loi de 69 qui a été modifiée 28 ans après par une loi de 97. Et après 97, il est apparu nécessaire de procéder à la réactualisation du statut du notariat. J'ai donc été missionné par le président de la République pour vous présenter ce texte devant la Commission des affaires sociales et culturelles. Adopté donc à l'unanimité, le projet de loi portant statut du notariat met l'accent sur la formation de notaire, sa responsabilité et la cessation de ses fonctions. Les conditions d'accès, il a été très clair, il a expliqué comment désormais on devient notaire. Il n'y a pas que seulement la nomination, et la nomination va se faire sur la base des critères suffisamment objectifs. Et à côté de cela, il y a ce qu'il a appelé l'examen ou le concours. Ça, c'est une bonne chose. Le projet de loi portant statut du notariat, adopté ce jour, exprime la nécessité d'adapter la profession de notaire à l'évolution de la société et aux obligations internationales de la Côte d'Ivoire. Les audiences devant la Cour pénale internationale de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ex-leader du Congrès panafricain des jeunes patriotes Charles Blé Goudé ont repris ce 12 novembre à La Haye. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont poursuivis pour des crimes contre l'humanité commis durant la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Gabriel Zani. Débuté en octobre, puis reporté, le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé a repris ce lundi à la Cour pénale internationale à La Haye aux Pays-Bas. Ils sont poursuivis pour des crimes contre l'humanité commis durant la crise post-électorale de 2010 à 2011. La défense a commencé son plaidoyer ce lundi. Maître Emmanuel Altit a répondu à l'argumentaire de la procureure Fatou Bensouda. Il plaide l'acquittement de ses clients. Dès la reprise du procès en octobre dernier, le bureau du procureur a soutenu que l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé
étaient responsables de la gestion de la crise post-électorale. Les deux hommes auraient mis en place un système de gouvernance qui a conduit aux exactions de 2010. L'accusation avait démontré qu'il y avait eu une planification de manière systématique de l'usage de la violence contre les civils. Mais aujourd'hui, l'accusation n'a pas suffisamment de preuves pour condamner leurs clients, selon les avocats de la défense qui demandent un abandon des charges. Pour eux, l'enquête du procureur est incomplète. Les pièces d'accusation sont fragiles parce qu'elles ne reposent sur rien, pour reprendre les propos des avocats. L'exposé de ces audiences de la défense est de démontrer que la procureure n'a pas pu prouver l'existence d'aucun ordre de nature illégale ou criminelle donné par les accusés. C'est ouvert aujourd'hui au siège de l'UNESCO à Paris, dans la capitale française, le 13e forum de la gouvernance de l'Internet. Une rencontre qui voit la participation de nombreux internautes, des membres de gouvernement et de décideurs ainsi que des chefs d'entreprise. Au nombre de ses représentants, le ministre de la Communication, Sidi Touré, conduisant la délégation ivoirienne à ce forum. Ce forum est un cadre d'échange sur la problématique de l'usage de l'Internet. Internet qui est devenu un moyen de propagande de la violence et aussi de désinformation. Le président de la République française, Emmanuel Macron, a invité à la coopération des États et surtout à une régulation au niveau de l'Internet. Il soutient que l'intelligence artificielle puisse être développée pour protéger davantage les citoyens et les États face aux nombreuses menaces dont la cyberattaque. Il est à Tokyo, au Japon, depuis ce vendredi. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, s'active à redynamiser la coopération entre la Côte d'Ivoire et le pays du soleil levant. La compagnie Kasutri de l'INSAC est elle aussi dans la capitale japonaise. Elle effectue une tournée artistique durant laquelle elle présente les potentialités culturelles ivoiriennes. Serge Collier. Petite mise en bouche avant de monter sur la scène du Min On Concert Association de Tokyo. La compagnie Kasutri, issue de l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, entraîne les quelques 3000 spectateurs nippons dans un voyage culturel. Un parcours au cœur des danses patrimoniales de sa Côte d'Ivoire natale. Le thématé, le masque échassier, la joss, l'abondant ou encore le zaouli sont exécutés au son des tambours et grelots du terroir ivoirien. Environ 2 heures de spectacle ponctuées par des séquences ivoiro-japonaises. Véritable vecteur d'union, la culture permet ainsi le brassage des peuples, le rapprochement entre deux pays distants d'environ 14 000 km à vol d'oiseau. Cette tournée artistique de 3 semaines au Japon est marquée par la présence du ministre de la Culture et de la Francophonie, venu renforcer les relations culturelles entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a dit que la culture est un des piliers du renouveau de la Côte d'Ivoire. Et nous souhaitons faire en sorte que, en plus du cacao, en plus du café, la culture ivoirienne soit une matière première. Nous comptons tirer leçon de l'expérience japonaise. Initiatrice de cette tournée, la Min On Concert Association œuvre pour les échanges internationaux de musique et de spectacles. Elle a été fondée en 1963 par Daisaku Ikeda, président de la Soka Gakkai internationale. Nous songeons fortement que cela ne soit pas une fin, bien sûr que ça soit un début, des échanges qui vont continuer entre les jeunes gens et également que nous, en tant que Japon, nous allons également aussi en Côte d'Ivoire pour véhiculer notre culture. Au programme de cette mission du ministre Maurice Kwaku-Bandama au Japon, plusieurs rencontres en perspective, une collaboration plus riche dans le domaine des arts et de la culture. Parlons littérature. Le prix Ivoire 2018 de la littérature africaine d'expression française a été décerné à l'écrivain ivoirien Gauze. C'était à la faveur du grand gala de clôture des activités d'aquabaculture. L'événement s'est tenu ce vendredi à Cocody. Pierre Dipomélin, Francois-Dieu.
Gose Armand Bakabrede, photographe, scénariste, permet à la Côte d'Ivoire, 7 ans après, de retrouver le prix Ivoire de la littérature africaine d'expression française, Camarade Papa, son deuxième roman après Des Bouts-Payés paru en août 2014. Dans Camarade Papa, il raconte la colonisation sous 2 perspectives contrastées. Celle d'un colon qui découvre en 1880 l'Afrique, ses richesses et ses rituels, et celle d'un jeune métis des années 70, empreint d'idéaux communistes qui revient sur les traces de ses ancêtres en Afrique. C'est jamais anodin de gagner un prix littéraire, parce que c'est la récompense d'un fruit de longue haleine, quoi, de travail. Ça me remplit de fierté. Le prix Ivoire est ouvert à tous les écrivains africains francophones et des Caraïbes. Sur 49 ouvrages en compétition, seulement 6 ont été retenus pour la finale. Cette célébration des belles lettres à la clôture de la 11e édition d'Akoba Culture a également révélé le talent de l'écrivaine ivoirienne grâce à Milembe. Prix Horizon 2018 et récompenser les invités d'honneur. Nous avons le sentiment du devoir accompli et de toujours hisser plus haut la littérature africaine d'expression francophone. Et nous sommes véritablement très heureuses qu'après ces nombreuses années, que le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone revienne à la Côte d'Ivoire. Il a eu une écriture, c'est cette nouvelle génération qui éclate là, vous voyez, qui ne suit plus les trucs classiques. Quand vous le lisez, c'est comme un coup de poing dans l'estomac, quoi. Ça vous secoue. Déjà le féliciter pour son ouvrage que j'ai beaucoup aimé, pour son écriture, son imagination et la personne qu'il est. Et puis je lui souhaite bon vent. Depuis la création du prix Ivoire en 2008, Gose est le 3e lauréat ivoirien après Frédéric Gramel en 2011 et Tiburce Kofi en 2009. Après la grève de 5 jours dans le secteur de la santé, l'heure est maintenant à la reprise du travail. Les agents étaient-ils présents ce lundi pour prendre soin des populations malades dans les différents centres? Des réponses avec Didier Nguessan. Centre hospitalier universitaire de Cocody. Le travail ici a repris depuis hier dimanche suite à la levée du mot d'ordre de grève du syndicat Cordi Santé. Ce lundi matin, tous les services sont ouverts, notamment les urgences et l'hospitalisation pour la prise en charge des patients. On est venu ce matin pour voir un chirurgien pédiatrique, mais ils nous ont reçu. Le travail a repris. Même constat dans la commune de Yopougon. Les établissements sanitaires grouillent de monde. C'est le cas au CHU où les services d'urgence avaient maintenu un service minimum pendant la grève. Tout mon personnel est là. On a fait la visite très tôt le matin, on a fait le staff, on a vu les malades, on a fait la visite. Donc actuellement, tous mes éléments sont en train de faire les soins infirmiers. Au CHU de Trècheville, médecins, infirmiers et sages-femmes sont également à leur poste. Depuis ce matin, 8 h, il y a eu des consultations d'urologie qui se poursuivent, des consultations de chirurgie générale endocrino, de cancéro. La traumatologie, c'est l'après-midi. Les consultations pré-anesthésiques sont terminées et puis il y a les consultations de chirurgie pédiatrique de l'autre côté-là. Le travail a repris totalement et complètement. Après 5 jours de grève, les revendications des agents de santé ont laissé la place au respect du serment d'Hippocrate. Nous restons dans le domaine de la santé. Le projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance a été lancé aujourd'hui. Il vise à promouvoir les bonnes pratiques nutritionnelles afin de protéger les enfants contre la malnutrition. Cette initiative est une des composantes du plan national multisectoriel de nutrition 2016-2020, évalué à 266 milliards de francs CFA. 13 ministères sont impliqués dans sa mise en œuvre. Mahama Traoré. Faible niveau d'éducation des populations, faible accès à l'eau potable, pauvreté. Des causes qui expliquent la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans. Ils sont ainsi exposés à des retards de croissance ou encore à des risques de malnutrition aiguë. Pendant que la femme enceinte, que l'enfant est dans le ventre de sa mère, il va puiser les éléments nutritifs chez sa mère. Je prends la carence en fer. Si la mère est anémiée, l'enfant va puiser que ce qu'il peut avoir comme fer chez sa maman. Et s'il n'en a pas assez, donc l'enfant va sortir anémié. Ou l'enfant peut sortir avec un petit poids de naissance. Nourrir convenablement l'enfant durant ses 1000 premiers jours, soit de 0 à 2 ans, afin d'éviter tout risque de malnutrition. C'est la réponse que propose le gouvernement à travers le projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance. Objectif : réduire le taux de prévalence de la malnutrition chronique estimé à 21,6%, celui de la malnutrition aiguë à 6% et booster les 23,5% de taux d'allaitement maternel exclusif.
les régions du Nord, du Nord-Est, du Nord-Ouest, du Centre-Ouest et du Sud-Ouest sont les plus affectées. Par ailleurs, certains indicateurs tels que l'anémie et la surcharge pondérale sont tout aussi précaires. De nombreuses actions sont déjà en cours dans tous les secteurs. Cependant, pour un meilleur impact, quelques défis majeurs méritent d'être relevés. Ce projet se veut novateur dans ce principe d'intervention basé sur la synergie dans l'action et la convergence vers les communautés avec un focus sur les 1000 premiers jours. Il contribuera à renforcer les interventions de nutrition et de développement de la petite enfance dans 14 régions administratives, considérées comme des zones à forte prévalence et à prévalence intermédiaire de malnutrition, selon le phasage du plan national multisectoriel de nutrition. Le projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance est piloté par le Conseil national de nutrition pour un coût global de 32 milliards de francs CFA, entièrement financé par la Banque mondiale. L'Université du Commonwealth de Virginie va aider la Côte d'Ivoire à développer des procédés de médicaments et d'être autosuffisante en matière de soins de haute qualité et à un coût abordable. Elle a signé aux États-Unis une convention avec le ministère ivoirien de l'enseignement supérieur. Des chercheurs ivoiriens vont être formés à partir de 2019 dans la dite université américaine. Marie Longoran est notre envoyée spéciale aux États-Unis. Une signature, un accord scellé pour booster la recherche, développer des procédés de médicaments en Côte d'Ivoire et parvenir à la création d'une unité de fabrication de médicaments. L'enjeu est important. Le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique conduit une forte délégation dans les locaux de Virginia Commonwealth University. Cette université publique de recherche scientifique située dans la ville de Richmond en Virginie, aux États-Unis d'Amérique, collabore désormais avec l'État de Côte d'Ivoire. Cette expérience est vraiment la première expérience de transfert de technologie pour notre université. Pour nous, c'est important cette collaboration qui permettra aux deux parties, américaines et ivoiriennes, de contribuer à l'accès aux médicaments à moindre coût pour les populations de Côte d'Ivoire. Nous nous réjouissons de cette convention que nous venons de signer avec la Côte d'Ivoire. Notre institut, Médicaments pour tous, se mettra à la disposition des chercheurs ivoiriens en vue de les former, de renforcer leurs capacités pour arriver à fabriquer des médicaments en Côte d'Ivoire. C'est un projet majeur, un projet ambitieux que nous saluons pour un pays africain. L'Université du Commonwealth de Virginie, VCU, et le ministère ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique font désormais route ensemble pour améliorer l'accès à des médicaments à un coût abordable. Nous sommes sur la voie, nous aussi, de fabriquer des médicaments génériques. Et pour le faire, il faut des partenaires techniques. D'ici 2 ans, nous aurons, avec nos chercheurs, prouvé pour le VIH, pour la tuberculose, pour le paludisme, mais également pour l'hépatite et d'autres maladies, que nous aurons trouvé des procédés qui nous permettent donc de fabriquer des médicaments à partir de la Côte d'Ivoire. L'Institut Medicine for All de VCU va donc créer un nouvel institut de recherche sur le campus de l'INPHB de Yamoussoukro. Un centre de recherche en développement de médicaments est aussi envisagé. Ainsi, plusieurs scientifiques ivoiriens rejoindront l'équipe de l'Institut aux États-Unis d'Amérique pour être formés à partir de 2019. L'objectif final est de permettre à la Côte d'Ivoire de devenir autosuffisante en matière de soins de haute qualité et à un coût beaucoup plus réduit. Comment éradiquer la mouche des fruits, ce parasite qui mange la pulpe et détruit les récoltes? La question est évoquée par les acteurs ouest-africains de la filière mangue. Ils ont entamé ce lundi, ici à Abidjan, une rencontre pour faire le bilan de la campagne 2017-2018. Lancine Bakayuko. La mangue ouest-africaine est sous la menace des mouches de fruits. Ces asticots responsables des pourritures secondaires et des problèmes de conservation. Le plan d'action 2017-2018 mis en route par la CEDEAO a abouti à des réalisations pertinentes. L'une des réalisations majeures du plan d'action, c'est sans conteste l'émission effective des alertes par SMS, ce qui a permis d'orienter et de cibler la lutte en fonction des niveaux d'infestation et permet d'informer les services régaliens des États pour, par exemple, être informés sur l'ouverture ou la fermeture de la campagne mangue. Au niveau de la sous-région,
La campagne mangue 2017-2018 a vu le recul du nombre des interceptions de mangue aux frontières de l'Europe. Ces interceptions sont tombées à 48, soit le niveau le plus bas enregistré depuis 2015. Cet atelier régional revêt pour nous un intérêt capital, dans la mesure où il devra nous permettre de mesurer les impacts du projet sur la réduction du niveau de pullulation des mouches de fruits dans nos différents pays. Pour améliorer la compétitivité de la filière, la CEDEAO a initié le projet de soutien au plan régional de lutte et de contrôle des mouches de fruits, un plan de 15 milliards de francs CFA. Une ligne de financement de 76 millions a même été inscrite au budget 2017. Ce projet vient à point nommé pour consolider les efforts du gouvernement à travers le renforcement de la surveillance, le renforcement des capacités des acteurs, la diffusion des méthodes de lutte et une meilleure condition dans les pays bénéficiaires. En Côte d'Ivoire, les acteurs de la filière mangue empochent 45 milliards annuellement. Quant aux 7000 producteurs villageois, leur part s'élève à un peu plus de 6 milliards de francs CFA. Dans l'actualité internationale, mettons tout d'abord le cap sur le Niger, où l'opposition est sortie dans les rues de la capitale Niamey pour rejeter le code électoral. Laurent Sacho, Herman Guivi. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Niamey à l'appel de l'opposition avec à sa tête l'ancien président nigérien Mahaman Ousmane. Une manifestation contre le code électoral et le gouvernement accusé par l'opposition de mauvaise gouvernance. Cette manifestation est intervenue une semaine après la suspension par l'opposition de sa participation à la révision du code électoral élaboré sans elle en 2017. Faute de consensus avec les représentants du gouvernement, 4 articles ont fait l'objet d'un désaccord, dont l'article 8 qui disqualifie pour une élection toute personne ayant été condamnée à 1 an de prison au moins. C'est une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. L'opposition congolaise présente un candidat unique pour les prochaines élections. Martin Fayulu a été désigné à cet effet par l'ensemble des 7 principaux chefs de file de l'opposition après 3 jours de négociations à Genève. Sa mission est de mener la coalition à des élections crédibles et transparentes, mettre fin à la crise de légitimité des institutions dans le pays. Le candidat commun s'est également engagé à être avant tout le porte-parole de la coalition, à tenir compte de l'avis des 6 autres, mais également à leur accorder en cas de victoire les postes nécessaires à un équilibre des pouvoirs entre eux, et ce, jusqu'à ce que de véritables élections les départagent. 31 personnes sont mortes dans des incendies qui ravagent le nord et le sud de la Californie aux États-Unis. Des vents violents à la fois chauds et secs se sont levés, rendant difficile la lutte contre les flammes. L'incendie a détruit plus de 6700 habitations et commerces à Paradise, une ville de 26 000 habitants, ce qui est sans précédent en Californie. L'État de la côte ouest des États-Unis est ravagé par les incendies les plus meurtriers depuis 1933. Près de 80 000 hectares ont été réduits en cendres, de même que près de 7 000 bâtiments. Les flammes pourraient être attisées par des vents violents. Fin de ce 23h. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée. Au revoir.